bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci à Saïd pour l'invitation et à tout le comité d'organisation. Merci pour l'introduction qui correspond au fond de ma pensée. Donc, le challenge, ça va être en peu de temps de vous illustrer les différentes thérapeutiques, les différentes interventions qu'on réalise aujourd'hui en routine. Et je vous ai fait pour les valves mitrales et les valves tricuspides. Alors, première valvulopathie qu'on traite aujourd'hui en routine au KT, c'est la sténose mitrale rhumatismale. C'est la plus ancienne qui est traitée au KT et pour laquelle vous avez une grande expérience. Donc, patient qui a une sténose mitrale rhumatismale serrée, on voit bien la fusion bicommissurale. Pour ces patients, nous, la stratégie, c'est de faire une ETO dans les jours qui précèdent afin d'éliminer un thrombus qui contre-indiquerait cette intervention. Et ensuite de faire l'intervention donc avec le ballon d'Inoué, qui peut être soit sous ETT, soit sous ETO quand on ne voit pas très bien la fusion bicommissurale et la planimétrie mitrale. Donc avec pour objectif d'ouvrir cette fusion bicommissurale et d'obtenir une belle ouverture au niveau des deux commissures. Donc en pratique, comment ça se passe? Je vous ai mis exprès une ETO pour qu'on voit bien le ballon d'Inoué s'ouvrir. Donc dilatation, on fait étape par étape. Donc là, l'idée en gros, ça va être de montrer les différents exemples. Donc je vous ai fait sténose mitrale rhumatismale, dégénérative. Voilà. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Donc voilà, on a le cas sténose mitrale rhumatismale, fusion bicommissurale, tout le monde voit et entend. Super. Donc fusion bicommissurale, on élimine le thrombus et une fois qu'on a éliminé le thrombus, on y va. Donc avec la valvuloplastie avec le ballon d'Inoué, avec pour objectif de passer d'une fusion bicommissurale à une ouverture bicommissurale complète. Nous, je vous disais, c'est soit ETT quand on voit bien, soit si on voit pas bien ETO, mais là c'est plus didactique de voir le ballon d'Inoué s'ouvrir en 3D. On va étape par étape avec pour objectif à la fin d'obtenir cette belle ouverture bicommissurale. Une surface, donc on parle de succès procédural quand on a une surface supérieure à 1,5 cm² et pas d'insuffisance mitrale ou au plus modérée. Ensuite, les corrections percutanées d'insuffisance mitrale, qu'elles soient fonctionnelles ou organiques, par clip, par réparation bord à bord. Un élément très important sur lequel j'aimerais insister, c'est la ponction transseptale, parce que si vous ne faites pas une bonne ponction transseptale au bon endroit, vous ne pourrez pas réaliser ce type d'intervention, donc c'est majeur, avec 3 plans de coupe importants à retenir. Le premier ici, ça va être la coupe bicavale avec à droite la veine cave sup, à droite la veine cave inférieure, et l'idée ça va être d'avoir une ponction qui soit assez supérieure, donc si on met le milieu, vous êtes un peu au-dessus du milieu. Ici à gauche, la valve aortique, donc c'est antérieur et à gauche postérieur, et l'objectif c'est d'avoir une ponction qui soit postérieure, donc à ce niveau-là, donc supérieure et postérieure. Et vous allez regarder la distance entre l'anneau mitral et le point de ponction, en gros aux alentours de 4 cm. On peut se guider avec la scopie et les logiciels de fusion. Et donc là, je vous l'illustre en 3D avec la ponction transseptale. Et vous voyez que vous avez besoin d'avoir de la place pour pouvoir naviguer, pour pouvoir vous mobiliser, avec pour objectif d'avoir à la fin, ce qui va compter, c'est d'avoir une très bonne orientation, d'être perpendiculaire au plan de l'anneau. Donc il faut prendre les distances au début, il faut une bonne ponction, et si vous n'avez pas une bonne ponction, vous ne pourrez pas réaliser l'intervention. Je vous l'illustre avec un patient qui a une insuffisance mitrale organique en rapport avec un prolapsus de P2 sur rupture de cordage. Vous voyez un prolapsus de P2 qui est extrêmement large, une fuite qui est localisée au niveau du prolapsus. Donc pour ce patient, vous voyez la coupe bicavale, la ponction qui est supérieure ici, postérieure ici, donc une ponction qui est à l'endroit souhaité. Ensuite, on va vérifier le fonctionnement du clip pour éviter les mauvaises surprises. L'objectif, c'est de mettre les feuillets de la valve entre les bras du clip et les grippers, donc on vérifie que ça fonctionne bien. Pour ce patient, la stratégie qui avait été décidée, comme c'est un prolapsus qui était très large, c'est de mettre un premier clip au niveau du segment 2, mais dans sa portion médiale, puis après un deuxième dans sa portion latérale de A2, là où se trouve la rupture de cordage. Donc là, l'objectif, le premier, plutôt central mais médial. On va donc vérifier l'orientation en 3D, ensuite on va fermer le clip, passer sous les feuillets dans le ventricule, on réouvre les bras du clip et l'objectif c'est de mettre les feuillets, les deux feuillets donc antérieurs et postérieurs, dans les bras du clip. Une fois qu'ils sont bien à l'intérieur, on va fermer les grippers, vous voyez les grippers qui sont là, donc les feuillets qui sont entre le grippers et le bras. Une fois que c'est bon, on ferme, on largue le clip et à la fin on voit bien cette ouverture en mouette avec le feuillet antérieur et postérieur qui sont bien attrapés. Alors quand on a fait ça, on était content, on voit bien que le feuillet antérieur et le feuillet postérieur sont bien dedans.
Maintenant, on n'a pas corrigé complètement le prolapsus qu'on voit ici avec le cordage rompu ici. Et donc, vous voyez, il y a une micro-fuite résiduelle médiale, mais il y a surtout la grosse fuite latérale. Donc, ça corrobore bien notre stratégie. Et donc, l'idée, c'est de rajouter un deuxième clip jointif à la partie latérale du premier. Donc, ici, donc là, l'auricule gauche à gauche, la partie latérale, la partie médiale. On va mettre le deuxième clip plus latéral, là où se trouve le prolapsus. Voilà, pareil, on descend, on met les feuillets dans les bras, on ferme. Alors avant de fermer, on va bien regarder en couleur, parce que normalement en couleur, c'est l'endroit où ça doit fuir le plus. Donc là, on voit que c'est là où ça fuit. Donc on est sûr de nous, on est au bon endroit, on est là où il y a le mécanisme, là où il y a la fuite. On va fermer, on va larguer. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a les deux clips l'un à côté de l'autre. Il reste une toute petite fuite résiduelle médiale, mais là où il y a tout le prolapsus, il n'y a plus du tout de fuite. Donc les deux clips bien largués en scopie. Et vous voyez cet aspect tridimensionnel avec une micro-fuite résiduelle médiale, plus de fuite latérale. Et donc si je vous montre l'avant et l'après, le gros prolapsus qui est remplacé par deux clips, ça bouge plus. On vérifie donc un qui sont bien attachés. Deux, on peut analyser la surface valvulaire mitrale fonctionnelle de deux côtés pour vérifier qu'on n'a pas induit de sténose, mais là on avait un énorme anneau, et la fuite et le gradient. Autre illustration, donc je vous ai montré un 4e organique, là je vous montre un 4e fonctionnel, mais c'était le même principe, sauf que vous voyez, mais Christelle vous l'a montré tout à l'heure, un aspect de tenting valvulaire. Tenting qui est sur l'ensemble des feuillets, mais qui est un peu plus prédominant au centre, comme souvent, on voit bien la fuite qui est plutôt centrale. Et donc pour ce patient, on va avoir exactement la même stratégie, avec deux clips centraux, un premier médial, un deuxième un peu plus latéral. Et donc en fin de procédure, on se retrouve finalement avec le même type de résultat, à savoir deux clips centraux, très efficaces, puisqu'à la fin, vous voyez, il reste des micro-jets résiduels. Donc ça, c'était pour le mitraclip. Ensuite, on a vu les sténoses mitrales rhumatismales, plutôt des patients jeunes, avec des valves qui sont épaissies mais pas calcifiées. Et maintenant, avec le vieillissement de la population, on a de plus en plus de patients qui ont des sténoses mitrales dégénératives, qu'on appelle MAC, Mitral Annulus Calcification, donc des anneaux qui sont massivement calcifiés, circonférentiels. Quand vous avez ça, les chirurgiens ne veulent pas y toucher parce que là, ils risquent de déchirer le cœur. Et donc pour ces patients, on envisage régulièrement la possibilité de mettre des prothèses percutanées, qui sont en fait des prothèses de Tavi Sapien 3, donc qui ne sont pas théoriquement faites pour, et vous allez pouvoir donc simuler l'implantation de la prothèse, l'objectif étant d'être sûr, et ça c'est vraiment un élément important, qu'il n'y ait pas de risque d'obstruction de la chambre de sas, parce que quand vous posez votre prothèse, souvent ce sont des petites mamies avec des petits ventricules gauche et un bourrelet septal-psoriatique, et le risque c'est d'avoir une obstruction, et si vous avez une obstruction, vous tuez le patient. Donc il était vivant, pas en très bon état, mais si vous obstruez la chambre de sas, vous tuez le patient. Donc en pratique, aujourd'hui on récuse plus de patients qu'on en accepte, mais c'est très très important de bien faire cette simulation. Si le patient il est considéré comme un bon candidat, et ben alors on fait la procédure, là encore la ponction transseptale, dilatation du septum, là vous avez le repère anatomique avec les calcifications valvulaires massives, et ensuite vous allez donc vous mettre au bon endroit, déployer la prothèse Sapien, et en fin de procédure, vous avez une prothèse qui est bien circulaire, vous voyez au bon endroit, un bon résultat procédural. Vous voyez, il y a peine une micro-fuite périprothétique, sachant que les anneaux, ils ne sont pas circulaires, il y a des calcifications massives, et donc il y a régulièrement une petite fuite résiduelle qui persiste, donc là, un bon résultat. Le valve-in-valve mitral, c'est une procédure qu'on voit également qu'on fait de plus en plus fréquemment en rapport avec les dégénérescences de bioprothèses, que ce soit aortique ou mitrale. Procédure pareil, on va faire le cathétérisme transseptal, mais assez simple parce que vous avez une bioprothèse qui est en place, qui est déjà circulaire. Et donc là, vous aviez un exemple, une illustration avec une patiente qui a une urgence extrêmement sénosante, on arrive à peine à voir l'ouverture. Des fois, on se demande comment les patients tiennent. Donc là, vous allez faire un scanner, là encore, pour voir les dimensions de l'anneau, pour vérifier quand vous allez implanter votre prothèse, il n'y aura pas d'obstruction sous-aortique. Et si c'est tout bon, vous allez pouvoir réaliser la procédure. La particularité pour cette patiente, c'est qu'on voit très bien la bioprothèse et ses picots en scopie. Donc pour le collègue interventionnel, il y a les repères anatomiques. Ici, excusez-moi, je voulais montrer le déploiement de la prothèse. Et là, on voit en ETO 3D la prothèse Tavi Sapien qui se déploie, vous voyez, et donc à la fin, on voit la prothèse Sapien à l'intérieur de la bioprothèse dégénérée. Et ici en 3D, vous voyez très bien la nouvelle prothèse à l'intérieur de l'ancienne avec un excellent résultat procédural. Alors parfois, les bioprothèses, elles ne sont pas visibles radio-opaques en scopie. Et donc pour ça, on peut s'aider par exemple de l'éco-navigateur. Et pour ce patient, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis 3 points de repère qui correspondent aux 3 picots, la partie la plus ventriculaire, l'extrémité distale des picots. Et comme ça faisait un repère anatomique pour le collègue. Et donc l'objectif, c'est de se mettre au-dessus de ces repères. Donc pour ouvrir, déployer la prothèse, vous voyez ce déploiement
à l'intérieur de la bioprothèse dégénérée. Le valve-in-valve mitral, donc je vous dis c'est assez simple. Le valve-in-ring, c'est un petit peu plus subtil. Et donc là, je vous l'illustre avec un patient qui avait en fait, vous voyez, une valve mitrale antérieure quasi unique, comme régulièrement d'ailleurs, vous ne voyez quasiment pas de feuillet postérieur, qui prolabe avec une fuite qui est sévère, qui est diffuse, vous voyez la fuite qui est diffuse, en rapport avec prolapsus de l'ensemble du feuillet antérieur, que ce soit sur une vue auriculaire ou ventriculaire. Donc pour ce patient, on a fait le même type de procédure, cathétérisme transseptal, implantation de la prothèse sapien intérieure, et vous voyez à la fin une prothèse qui est bien circulaire, bien déployée, et un excellent résultat. Mais ce qui est très intéressant chez ce patient, vous voyez, c'est que je vous ai dit, en fait, il n'y avait qu'un feuillet antérieur, pas de feuillet postérieur. Et en fait, le feuillet antérieur natif, ben en fait, il est toujours là. Et là, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas d'obstruction de la chambre de chasse, ni en ETO, ni en ETT, mais c'est un élément très important à analyser, et parce que c'est un risque procédural. Même type de patient qui a une insuffisance mitrale sur son annuloplastie. Pour ce patient, cette fois, comme il y avait un prolapsus localisé P2 et qu'il y avait un peu de tissu postérieur, on s'est dit qu'on allait faire un clip au niveau du prolapsus de P2, ponction transseptale, implantation, enfin orientation du clip et ensuite déploiement. Et vous voyez, donc, on a réglé le problème du prolapsus de P2 avec un excellent résultat procédural. Je vous ai fini pour la mitrale. Pour la tricuspide, je parlerai des valvulopathies natives tout à l'heure. Donc là, je vais faire juste sur les prothèses et les plasties qui sont dégénérées ou pathologiques. L'illustration, c'est la bioprothèse tricuspide qui dégénère, très sténosante comme ici. Et pour ces patients, même type de procédure, valve-in-valve, qui est encore plus simple parce que vous êtes de la voie veineuse fémorale directement dans les cavités droites, donc il n'y a même pas de transseptal. Donc une procédure qui est extrêmement simple pour les bioprothèses. Pour les annuloplasties tricuspides, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? C'est pas le geste technique, c'est le fait que vous avez un anneau qui est ovalaire et qui est ouvert. Et vous voyez cette ouverture qui est faite exprès pour laisser le tissu de conduction, pour diminuer le risque de pacemaker post-opératoire. Et bien en pratique, c'est un problème après pour faire l'intervention. Parfois on y arrive et on a des bons résultats. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, mais c'est pas grave, on va passer à la suivante. Malheureusement, vous avez l'illustration, et celle-là, je trouve que c'est un très beau cas parce que ça correspond vraiment à la réalité. Donc vous avez ici l'annuloplastie qui est ouverte, la sonde de pacemaker à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc la procédure, vous voyez, qui est guidée avec le logiciel de navigation de fusion. On va déployer la prothèse. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez que cette bioprothèse, elle est bien circulaire. Mais j'aime bien cette image où on voit à la fois l'anneau chirurgical et la bioprothèse. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez le noir. Le noir, c'est la zone où l'anneau est ouvert. Et finalement, c'est la zone où va persister une fuite périprothétique. Donc vous aviez une fuite qui était dans l'anneau, mais au final, et ça c'est assez souvent, il y a un risque de fuite périprothétique qui n'est pas négligeable. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de patients pour lesquels ce n'est pas faisable parce que souvent vous avez des désinsertions de l'anneau au niveau de sa partie septale et donc pour ces patients vous n'allez pas faire de valve-in-ring puisque la fuite est là et pas au niveau de l'anneau. Donc pour ce patient on peut éventuellement envisager parfois la pose de clip. Et enfin dernière procédure, la fuite périprothétique. Et donc là vous avez une illustration avec une fuite qui était assez importante médiale et postérieure. En pratique même si ça ne se voit pas de façon évidente, en fait il y avait deux G. On a décidé de mettre, donc mon collègue il a mis 2 guides, un dans chaque orifice. Premier orifice postérieur, il a mis 2 plugs. Avec un bon résultat, il reste une petite fuite postérieure. Il restait la fuite médiale à corriger. Il a rajouté 3 plugs, donc au final 5 plugs pour avoir un très bon résultat procédural. Il reste juste une fuite minime à ce niveau-là. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que l'échographie interventionnelle aujourd'hui c'est un vrai métier ou en tout cas une surspécialité avec un nombre de procédures qui fait qu'augmenter avec le temps, qui permet actuellement de traiter plus de patients et de traiter des patients pour lesquels on n'a pas envie d'envisager un traitement curatif chirurgical qui est associé à un très haut risque de mortalité post-opératoire. J'aimerais insister, et ça a été très bien présenté en introduction, sur le fait que c'est un travail d'équipe. Il y a le travail d'équipe en amont pour la sélection du patient, dire c'est une bonne indication, c'est un bon candidat, est-ce qu'il faut faire autre chose, un traitement médical, un traitement chirurgical, et pendant la procédure, et donc c'est un binôme entre le cardiologue interventionnel et l'échocardiographiste, et s'il n'y a pas une bonne alchimie entre les deux, eh ben on n'aura pas un bon résultat. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que c'est un travail d'équipe. Je vous remercie.